Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir d'être ici pour vous parler de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et je commencerai par la phrase d'un grand monsieur dont on a cité le nom tout à l'heure, autour d'un verre de thé, très marrakchi. Ce monsieur, c'était Dr Soulé. C'était un des plus anciens psychiatres d'enfants et d'adolescents à Paris, boulevard Jourdan. C'était réellement un grand monsieur. Et j'avais appris de lui une phrase: la psychiatrie adulte est une branche de la psychiatrie de l'enfant. Je répète, la psychiatrie adulte est une branche de la psychiatrie de l'enfant. Et j'ai commencé à dire ça en 1979, quand je suis revenu de Paris pour démarrer le centre psychiatrique universitaire Ibn Rushd. Comme je dirais, puisque je m'adresse à des pédiatres, la médecine générale, la médecine de l'adulte, toutes les médecines de l'adulte sont des branches de la pédiatrie. Sont des branches de la pédiatrie. Ce qui se passe dans l'enfance, et quand je dis l'enfance, c'est à partir du premier mois de grossesse, est extraordinairement important pour le restant de la vie jusqu'à la mort. Je vous donne un exemple. La population japonaise a vu en moyenne, toute la population japonaise, une augmentation de sa taille d'1 centimètre par an pendant 30 ans. Ça leur a fait prendre 30 centimètres en moyenne, ce qui est énorme. C'était des nains, c'était des tout petits. Et ça, c'est une affaire pendant la grossesse, pendant l'enfance et pendant l'adolescence d'alimentation. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, l'impact de l'environnement est énorme sur la santé du nourrisson, de l'enfant, de l'adulte plus tard, etc. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les médecins, à l'image... Alors, je tiens à vous dire que si je n'ai pas de diapositive, c'est parce qu'on m'a appelé à 13h pour me dire il faut faire quelque chose aujourd'hui sur la pédopsychiatrie. Je veux dire, donc j'ai pris des notes et je m'en excuse. Les médecins, comme la société, de manière imbécile, n'ont pas compris que l'enfant est le noyau fondateur de tout. C'est pas un petit bonhomme négligeable, une petite chose sans importance. C'est ce qui fera un impact pour soi et autour de soi qui est important. Et les médecins, depuis toujours, les médecins grecs, les médecins de l'Empire romain, les médecins arabophones, on dit mais les médecins arabes, ils n'étaient pas tous arabes, ils n'étaient pas tous musulmans. Ils utilisaient l'arabe comme langue scientifique universelle. Ils écrivaient des sommes. Le Qanun fi Tibb, par exemple, de Ibn Sina, il y avait quelques petites phrases sur les enfants. Parfois une sorte d'un quart de chapitre ou quelque chose comme ça. Jamais, il n'y avait pas de somme ou de livres sur la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou la médecine en général de l'enfant et de l'adolescent. C'était les adultes, et quand on dit adultes, c'était les hommes. Il n'y avait pas de médecine des femmes. Les femmes étaient absentes. Il y avait quelques médecins femmes très rares, très souvent issus de familles princières ou royales. Il n'y avait pas de médecine de femmes. Donc la femme et l'enfant n'existaient pas dans la société.
L'enfant crevait pour le tiers ou la moitié d'entre eux avant 5 ans, et donc ceux qui survivaient, faisaient des adultes. Alors, une chose que peu de psychiatres d'enfants savent, c'est que le premier congrès mondial de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et de l'enfant surtout, avait eu lieu en 1934 à Paris, c'est-à-dire 16 ans avant le premier congrès mondial de psychiatrie. C'est à Paris aussi, en 1950, avec Jean Delay. Et donc il y avait une psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Mais très souvent, c'était des gens qui faisaient les deux, qui faisaient l'adulte et qui faisaient les enfants. Alors, il y a 3 noms que j'ai retenus en France. Françoise Dolto, grande dame, amie de Jacques Lacan, et qui a eu un impact énorme en France, pas seulement parce qu'elle a eu un fils qui était un chanteur populaire, voilà, qui faisait chanter et danser les gens. C'est bon pour la santé mentale aussi. Mais parce qu'elle a fait un travail énorme à la radio de vulgarisation sur la manière d'élever ses enfants, sur la manière de... Elle faisait de la promotion de santé mentale et de la prévention. Ça a duré des années. Et je me souviens, dans les années 70, 1970 du siècle dernier, qu'à chaque fois que je montais dans ma voiture, quand c'était l'heure de son émission, je la mettais systématiquement et j'apprenais des choses. Il y avait aussi, donc j'ai parlé de Soulet, il y avait aussi Serge Lebovici. Alors, Madame Dolto était dans la psychanalyse, Serge Lebovici aussi, même si sa psychanalyse personnelle était un peu raccourcie. Et c'est dans le 13e arrondissement qu'il avait fait ses consultations et qu'il a formé un certain nombre d'élèves voilà, qui continuent à fonctionner encore. En Suisse, à Genève, il y avait un grand monsieur, Ajoria Guerra. Il y avait 2 grands livres de psychiatrie, chez Masson, qui était le principal éditeur médical en France. Il y avait le manuel de psychiatrie de Henri Hay, et il y avait le manuel de psychiatrie de l'enfant par Ajoria Guerra. C'était dans les années 60-70. Alors, ce qui prévalait un peu partout dans le monde, c'est qu'il y avait les psychanalystes qui consultaient en externe, etc., en privé, d'une part, et il y avait des asiles pour les enfants que j'ai visités dans les années 70. C'était une horreur. C'était les enfants psychotiques étaient délaissés, il n'y avait aucun traitement. Ils étaient enchaînés pour certains parce qu'ils s'infligeaient des choses absolument effroyables. Il y en avait, je me souviens d'un qui était enchaîné, il reculait et se lançait contre le mur tête première. Il se fracassait la tête pratiquement. C'était vraiment le système asilaire et qui était très mauvais, mais de toute façon, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas quoi faire, etc. Alors je me souviens, en 1981, première page du journal Le Monde, sur 4 colonnes, on a découvert que l'autisme est d'origine génétique. C'est le professeur Michael Rutter, Sir Michael Rutter, qui avait découvert ça avec son équipe dans les années 79-80.
Et quand ça a été publié en France, ça a fait un scandale gigantesque. On ne parlait plus que de ça pendant des mois, en disant c'est pas possible, c'est des idiots, c'est des salopards, c'est quasiment des nazis, c'est des fascistes, c'est que machin. Ils parlent de génétique et de biologie pour ne pas parler de l'importance de la mère qui est bien entendu l'origine de tous les maux. C'est une femme. C'est elle qui crée la schizophrénie, c'est elle qui crée l'autisme, etc., etc. Et donc, il y a eu une grosse bagarre par la suite. Pourtant, les premières descriptions de l'autisme ont été faites aux États-Unis par Léo Kanner et par Hans Asperger en pensant absolument et fortement à la biologie. Les toutes premières descriptions d'autisme qui ont été faites par Kanner l'ont été sur des enfants noirs dans les bidonvilles, et ces enfants léchaient les murs avec de la peinture où il y avait du plomb. Donc il disait c'est une pathologie qui est due à une intoxication au plomb au niveau du cerveau. Alors aux États-Unis, il y a un immense monsieur, très grand monsieur, qui a été mon ami. Et ceci jusqu'à sa mort, je l'ai vu 15 jours avant son décès, c'était M. Leon Eisenberg. Leon Eisenberg a été l'élève de Kanner. Il était pédopsychiatre. Mais il a décidé, tenez-vous bien, de devenir à Harvard professeur de médecine sociale. De médecine sociale. Parce qu'il savait que c'était ça qui était important. Au niveau de la prévention des maladies mentales et au niveau de la promotion de la santé mentale. Et ce très grand monsieur était le tenant de la nécessité d'une approche biopsychosociale. C'est lui qui avait écrit un article superbe dans les Archives of General Psychiatry à l'époque en disant la psychiatrie sans cerveau ou sans psychisme. En fait, il y avait les deux. Certains niaient l'existence du biologique et certains niaient l'existence du psychologique. Alors qu'il faut absolument les deux et mettre le social en plus. On s'est rapidement rendu compte de l'importance, pas seulement de cette approche biopsychosociale, mais aussi tout ce qui est neurodéveloppemental. Et ça a été fait en parallèle, d'abord en psychiatrie adulte, paradoxalement, sur la schizophrénie, et puis ensuite, immédiatement après, à 5 années d'intervalle ou 10 années d'intervalle, chez l'enfant, l'autisme, etc. Jeudi dernier, il y a 2 jours, Madame Catherine Barthélémy, qui est la première présidente de l'Académie de médecine en France depuis 202 ans, la première femme présidente, psychiatre d'enfants, et elle a présidé il y a 2 jours un séminaire ou un webinaire sur le neurodéveloppement et l'autisme. Avec les collègues tunisiens. Donc, l'approche biologique, génétique, médicamenteuse n'enlève rien à l'importance de la nécessité de la psychothérapie et de la prise en charge familiale. Alors, au Maroc, les pédopsychiatres, il y a eu Madame Raja Sbehi, qui est venue comme médecin dans le service en 1980, et elle m'a dit « Je veux aller à Montpellier avec mon mari qui fait son stage là-bas en ophtalmologie pour faire de la pédopsychiatrie. » J'ai applaudi des 10 mains. Et elle est restée, je crois, 1 an et demi ou 2 ans là-bas,
et elle a fait un travail de consultation au centre psychiatrique universitaire de Nourjt. Ensuite, il y a eu Madame Khadija Chehabdin, pédopsychiatre. Il y avait des psychiatres adultes qui faisaient de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y en avait, mais ils ne faisaient pas que de la psychiatrie de l'enfant et adolescent. Et donc, il y a eu, quelques années plus tard, un phénomène extraordinaire, un peu miraculeux, de 3 vagues en 3 années de personnes qui sont venues, toutes des femmes, en me disant « je veux faire de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ». Et vous avez 2 de ces personnes qui sont là, parmi ces 9 personnes qui en 3 ans sont venues avec une énergie, un enthousiasme, une détermination à faire pas seulement de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais un travail magnifique de qualité. Alors, elles ont fait leur psychiatrie adulte, complètement, pendant 4 ans, puis ensuite, elles se sont spécialisées. Il y en a une qui a été en France pendant plusieurs années, et il a fallu que je me batte avec mon ami, le doyen de la faculté de Casablanca, pour qu'il ne l'élimine pas. Alors, il faut savoir, il y a un seul service de pédopsychiatrie au Maroc. Il est à Casablanca, dans l'hôpital des enfants. Il avait été inauguré en 2008 par le roi Mohammed VI, lui-même. Il a inauguré un grand nombre de services de psychiatrie et d'addictologie. C'est, je veux dire, plus fort message que celui-là au niveau politique, pour dire ça c'est important, il faut le faire, ça n'existe pas. Et malheureusement, ce n'est pas toujours suivi des faits par les gens qui sont responsables. Alors, 2 mots de l'Algérie et de la Tunisie. Il y a eu un monsieur remarquable en Algérie, le professeur Bouspsi, Allah yarhamou, qui a écrit un grand nombre de livres. C'était un psychiatre social, un pédopsychiatre, un psychiatre social, et qui avait été égorgé à la porte de l'hôpital par un de ses infirmiers, celui qui était son préféré. Il a été égorgé à la porte de l'hôpital durant les années noires, durant la guerre civile. Il y a, en Tunisie, il y a eu M. Hlayem qui était retourné en Tunisie, il est décédé malheureusement aussi, en 1980, et actuellement il y a Mme Boudden qui fait du bon travail. Alors ça, c'est la pédopsychiatrie. Je vais vous dire 2 mots de l'adolescence avant d'écouter ces dames à propos de la violence chez l'adolescent et à propos des addictions chez l'adolescent. D'abord, l'enfant et la femme n'existaient pas. L'adolescent non plus n'existait pas. On passait directement de la phase enfant à la phase adulte. Moi, j'ai vu des garçons de 14-15 ans qui se mariaient. Il y a un travail qui avait été fait en 1965, Srarna. 80%, 1965, c'était hier, 80% des filles autour de Qla'ad Srarna étaient mariées avant leur première règle. Il n'y a pas d'adolescence. Elle passe de l'enfance à la grossesse et à la maternité. Et donc, en fait, la sociologie marocaine s'est transformée de manière incroyable. Cette ville de Marrakech dans laquelle vous êtes, vous savez cet endroit où on est actuellement, là maintenant, ce que c'était? Quand j'étais enfant, c'était une piscine municipale. Et je venais ici à Arba'a Driel, la piscine. Et mon frère était maître nageur, Allah yarhamou, c'est Mohamed. Cette ville, en 1956, avait 100 000 habitants.
c'est-à-dire un gros village. Et c'est ce qu'il y avait à Fès, c'est ce qu'il y avait... Casablanca, il y avait peut-être 400 000 ou 450 000. Et donc, il y a l'urbanisation, 85% de la population était dans le milieu rural, peut-être 90%. Et il y a eu, d'une part, l'urbanisation, deuxièmement, la scolarisation, surtout des filles, qui a totalement transformé le Maroc. Et c'est pour ça que nous avons autant de médecins, femmes, juges, pilotes d'avion, etc., etc. Et ça c'est une transformation très profonde. Il y a eu émergence de l'enfant avec sa parole, de l'adolescent et de la femme. Dans ce pays qui, pendant des millénaires, il y avait l'homme, surtout le patriarche, et qui avait droit de vie et de mort sur tout le monde, y compris les filles, les femmes, les enfants, etc., etc. C'était le maître absolu qui avait droit de vie et de mort sur tout un chacun, à une sorte de société plus démocratique, plus égalitaire. On est encore loin du compte, hein. Mais bon, je vous donne un chiffre. Aux États-Unis d'Amérique, mais c'est vrai dans le monde entier, 10% des enfants qui vont à l'école ont un trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. 10%. Seulement 2% sont sous traitement. 2%. Aux États-Unis. Au Maroc, le méthylphénidate, qui est le traitement, il faut le ramener de France ou d'Espagne. C'est une honte, parce que c'est une amphétamine qui fait un bien fou à ces enfants. J'ai été me battre dans le temps pour essayer de leur dire, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bon. Suivez l'Espagne et la France, ceux qui ne sont pas des pays sous-développés. Ah, on a peur de l'utilisation abusive, toxicomanie. Il n'y a jamais de toxicomanie chez ces enfants. Et si vous ne leur donnez pas le méthylphénidate, qui est cette amphétamine, ils sont chassés de l'école parce qu'ils ne peuvent pas rester assis, écouter, répondre, interagir socialement, etc. Et ça devient des toxicomanes, des gens qui se retrouvent en prison, des gens qui se tuent et qui tuent quelqu'un en voiture. J'ai fait l'expérience un jour de le regard de quelqu'un qui a un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité qui conduit une voiture. C'est une horreur, parce qu'il est continuellement sollicité par toutes sortes d'informations dehors, et il commet des crimes sans le vouloir. Il se tue ou tue quelqu'un. Tous les enseignants aux États-Unis sont formés à reconnaître un enfant qui a un trouble de déficit d'attention ou d'hyperactivité. Tous, sans exception. Et donc, dès qu'il y en a un, on l'envoie chez la personne pour s'en occuper, pédiatre ou psychiatre d'enfants, etc. Et au Maroc, rien, zéro. La science dans le monde ne vaut rien. Ce que décident les autres ministères de la santé, c'est surtout en France et en Espagne, c'est zéro. Ça n'a pas d'importance. Je vous donne un dernier chiffre pour terminer. Il y a eu 2 travaux superbes qui ont été faits par le professeur Agoub au Centre psychiatrique universitaire Ibn Rushd chez les adolescents et les préadolescents, lycée et collège. Et ça a été près de 10 000 enfants. Et le pourcentage d'enfants qui disaient avoir, d'adolescents et préadolescents, qui disaient avoir des idées suicidaires était de 22%. 22%. C'est énorme. Alors, ils ne passent pas tous à l'acte, heureusement. Mais c'est un signe de souffrance.
Il faut faire quelque chose. Je me souviens avoir donné ce chiffre à un très grand monsieur suisse, Jules Angst, grand psychiatre à l'international, et il m'avait dit qu'il avait trouvé les mêmes chiffres aux États-Unis et en Suisse. Alors ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la pédopsychiatrie, je dirais un peu comme la pédiatrie, hein, je fais un parallèle entre les deux, c'est l'enfant oublié de la médecine et de la psychiatrie. Il y a une quarantaine de pédopsychiatres au Maroc. Pour 38 millions d'habitants. C'est une honte, c'est un scandale. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent se doit d'être une priorité pour tous les enfants de tous les Marocains. Je vous remercie de votre attention.